Je vous demande d'accueillir maintenant Dominique Sagot-Duvauroux, qui est professeur émérite à l'Université d'Angers, économiste spécialisé sur les questions d'économie culturelle. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Vous allez nous parler, entre autres, du rôle de la culture dans les dynamiques territoriales. Je vous invite à prendre un micro. Merci. Bien, merci. Je suis très ému d'intervenir parce que je ne suis pas simplement économiste, mais je suis membre aussi du conseil d'administration du pôle et donc particulièrement concerné par ce qui se passe aujourd'hui. Mais je vais effectivement intervenir en tant qu'économiste pour donner quelques éléments d'analyse de l'économie particulière de la culture, mais plus spécialement des arts visuels, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, pour introduire aussi le rôle que jouent aujourd'hui les activités artistiques dans les dynamiques territoriales. On en a beaucoup parlé ces 30 dernières années, et qui apparaît un peu en contradiction avec ce discours récurrent depuis quelques mois de remise en cause de l'intervention publique dans la culture. Alors je vais commencer par quelques éléments de contexte. On en a déjà parlé ce matin. Les financements publics de la culture sont aujourd'hui remis en cause de l'échelon local à l'échelon international. On le voit bien avec les États-Unis notamment, mais ailleurs aussi. Et ils sont remis en cause pour des raisons budgétaires d'une part, mais aussi pour des raisons idéologiques. Là aussi, on en a dit 2-3 mots depuis tout à l'heure. Pour des raisons budgétaires, car effectivement, les finances publiques sont objectivement aujourd'hui en situation très tendue, et on demande à tous les secteurs entre guillemets, effort de guerre. Cet effort de guerre, il est plus facile à demander à des structures qui sont peu visibles, moins organisées. Au niveau national, d'après le Journal des Arts, il y a eu 200 millions d'annulations de crédits dans la mission culture en 2024, auxquels s'ajoutent déjà 94 millions d'annulation pour l'année 2025. Donc il y a au niveau national une stratégie de rétrécissement des moyens consacrés à la culture. Et évidemment, les choix budgétaires de l'État, pas simplement d'ailleurs les choix budgétaires dans le domaine de la culture, mais les choix budgétaires globaux, impactent ceux des collectivités locales qui se trouvent à leur tour contraintes de réduire leurs dépenses, ce qui menace les subventions à la culture. Mais comme le dit Edgar Morin, il faut toujours avoir en tête que, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Ça, ce sont les raisons budgétaires. À ces raisons budgétaires, vous le savez, aujourd'hui, se superposent, et c'est sans doute beaucoup plus dangereux, des raisons idéologiques qui remettent en cause plus globalement les activités qui ne trouvent pas sur les marchés les ressources nécessaires à leur financement. Fondées sur une appréciation de la valeur circonscrite à la valeur marchande, tout est affaire de deal, ces baisses s'inscrivent dans un processus de dévalorisation de l'action publique et associative, bien au-delà de la seule culture. Je reprends encore un mot d'Edgar Morin, une sorte d'autres grands remplacements, pour reprendre un terme qui était beaucoup utilisé ces derniers temps. Dans notre région, vous le savez, ces raisons budgétaires et idéologiques se cumulent à la suite de la décision de la région de réduire drastiquement les subventions qu'elle accordait à la culture.
quelle est la pérennité d'un système à ce point dépendant de l'argent public? Je reprends une phrase dite par Christelle Morancet dans Ouest France le 18 décembre. Cette phrase, en fait, semble faire un trait sur plus d'un demi-siècle de politique culturelle reposant sur précisément l'octroi de subventions, d'avantages fiscaux, de soutien à la demande du secteur culturel, parce que précisément les caractéristiques économiques des activités culturelles rendent très difficile leur survie, leur existence dans une économie strictement de marché où les structures doivent trouver des ressources sur les marchés. Le secteur des arts visuels n'est pas, loin de là, le seul concerné par ces problèmes. Dans Ouest France ce matin, vous avez peut-être lu, il y a toute une page sur les difficultés du spectacle vivant. Les CDN, par exemple, auraient perdu 10 millions de capacités de financement en 10 ans. Mais la situation des arts visuels, qui est déjà très fragile, s'aggrave faute de visibilité en raison de son éclatement et de la valeur diffuse qu'il produit sur le territoire. On a en tête le marché de l'art et c'est mignon, mais il faut savoir que plus de la moitié des revenus des artistes proviennent d'autres sources que les ressources du marché de l'art. Pourtant, une étude de France Créative et d'Ernst & Young, citée par l'ADAGP dans son document 9 mesures pour les arts visuels, constatait en 2018 que le secteur des arts visuels générait un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros, loin devant celui de la musique, 9,7 milliards, et du cinéma, 3,8 milliards. Je dis ça parce que ça veut dire que quand on présente la culture comme un coût, on oublie que derrière ce coût, il y a des emplois, il y a de la valeur ajoutée et il y a des effets induits, on en parlera tout à l'heure. Les enquêtes réalisées par le Pôle et par l'Interpol mesurent l'étendue des dégâts. C'est près d'1 million d'euros de ressources publiques en moins en 2025 pour les arts visuels, démultipliés par un effet domino se reportant en amont et en aval, bien sûr sur les artistes, mais aussi vers le public, vers les écoles, vers toutes les structures impliquées dans la filière des arts visuels. La brutalité et la désinvolture avec laquelle ont été annoncées les baisses de subventions et le fait que toutes les structures sont en même temps concernées rendent la recherche de moyens financiers de substitution très aléatoire. Partout, cela se traduit par des réductions de la programmation, de la médiation, de la formation, des résidences, engendrant un processus en chaîne. Bien sûr, les revenus déjà maigres des artistes s'en trouvent directement affectés, mais aussi l'utilité sociale des structures qui, sans médiation, sans formation, peinent à rendre compte de l'originalité des créations qu'elles soutiennent et perdent donc la raison même d'être subventionnées, ce qui constitue un cercle vicieux. À partir du moment où on limite les moyens des structures culturelles pour améliorer la réception des créations, finalement, on se demande à quoi elles servent. Ces évolutions contrastent avec, parallèlement, depuis une trentaine d'années, la mise en avant du rôle joué par les activités artistiques et culturelles dans les dynamiques territoriales. Les effets de débordement, les externalités ont été largement utilisés et mobilisés dans des modèles de développement territoriaux, comme le modèle de la ville créative. Là aussi, j'y reviendrai. Deux questions surgissent alors. Première question, existe-t-il des solutions alternatives au financement public des structures culturelles, comme le suggère la présidente de région? Et la deuxième question, c'est finalement aussi, est-ce que finalement la culture et les arts visuels représentent réellement un coût pour la société, un espèce de poids à tirer qui vient freiner l'essor, le dynamisme de notre pays? Ne sont-elles pas partie prenante des dynamiques territoriales et de la valeur sociétale produite? Donc je vais voir ces deux points les uns après les autres. Alors première question, existe-t-il des solutions alternatives au financement de la public de la culture? Depuis longtemps, l'économie de la culture a étudié les spécificités de ces activités, et une des spécificités centrales, c'est que les activités culturelles sont essentiellement des activités de main-d'œuvre où la valeur est associée au temps
passer à réaliser cette activité, et où les gains de productivité, du coup, n'ont pas de sens, sauf à diminuer la valeur précisément, puisque la valeur est associée au temps. Or, on est dans une économie, dans une société où la croissance est alimentée par les gains de productivité, par le fait qu'on va réduire le temps nécessaire à la production de biens et de services. Et donc, dans une situation comme ça, toute chose égale par ailleurs, cette économie de la culture connaît naturellement des hausses de coûts liées à l'augmentation de la masse salariale, ancienneté, protection sociale, etc. Et un des plus célèbres économistes de la culture, William Baumol, disait ce n'est pas quand les coûts augmentent qu'il faut s'inquiéter, mais c'est quand ils stagnent ou baissent, car cela veut dire que l'ajustement se fait sur la qualité. Les activités qui, par leur nature, ne réalisent pas de gain de productivité, notamment parce que la valeur produite est intrinsèquement liée au temps passé à réaliser leur activité, subissent donc inexorablement, toutes choses égales par ailleurs, une hausse de leur coût de production. Alors, quelles solutions sont envisageables dans cette situation-là ? Si vous avez vos coûts de production qui augmentent, c'est l'augmentation des prix, au risque d'une exclusion des catégories défavorisées. Alors, on le voit un petit peu partout aujourd'hui. Les entreprises culturelles sont amenées à revoir leurs tarifs à la hausse pour essayer de survivre, mais avec ce risque que la démocratisation de la culture soit remise en cause. La mutualisation de certaines activités, de façon à mieux amortir les coûts fixes, coproduction, meilleure circulation des expositions, administration parfois. Troisième possibilité, la limitation de la prise de risque artistique, la remise en cause de ce qu'on appelle dans le secteur culturel le modèle éditorial, où finalement on va avoir une programmation qui combine des expositions d'appel et puis des expositions d'artistes moins connus. La réduction des formats pour s'adapter aux capacités de financement. Hors du spectaculaire, il faut savoir que l'économie privée de la culture est une économie de petits formats, format d'œuvre, format d'exposition. Autre solution encore, rétrécissement de l'activité, diminution des résidences, des médiations, du nombre d'expositions. La recherche aussi de recettes dérivées de la production de la création, ce que Françoise Benamou appelait l'économie pop-corn, c'est-à-dire développer une économie de produits dérivés, valorisation de la trésorerie, associée des métadonnées qu'on récupère à cette occasion, location de places de parking à proximité des salles, restauration, boissons, publicité. Recherche de recettes aussi en provenance du mécénat, on en a parlé tout à l'heure, au risque cependant parfois de voir la politique culturelle décidée majoritairement par des intérêts privés. C'est le cas par exemple d'une ville comme Arles, où finalement Maya Hoffman, avec la fondation Luma, d'une certaine façon a une sorte de mainmise sur la politique culturelle de la ville. Recours accru au soutien des bénévoles, on en a parlé à l'instant, c'est une solution importante, c'est une ressource essentielle des structures artistiques et des associations en règle générale. Le Conseil économique et social et environnemental estime à 55 milliards d'euros l'apport des bénévoles au fonctionnement des associations. Enfin, le recours à une économie informelle et bien sûr à la généralisation de la précarité de l'emploi est aussi une conséquence de ces ajustements. Et on peut dire d'une certaine façon que la promotion de ces dernières années du modèle entrepreneurial dans la culture, enfin de l'auto-entrepreneuriat, auquel sont associées les valeurs cardinales d'autonomie, de flexibilité, et le prolongement logique de cette contrainte. Il n'y a donc pas, si vous voulez, sinon à la marge, de nouveaux modèles privés de la culture. Toutes ces stratégies que je viens d'évoquer, elles sont depuis très longtemps régulièrement mobilisées par les structures culturelles. À chaque fois qu'elles sont confrontées à un problème budgétaire lié à des diminutions de subventions ou à des augmentations de coûts.
Toutes ces solutions ont été expérimentées, mais on sait qu'elles sont insuffisantes. Et surtout, elles peuvent remettre en cause la raison même de la subvention publique à la culture. Droit à la culture pour tous, soutien à la création, diversité, émancipation. Conflit entre quête budgétaire et quête de sens, donc, en obligeant les structures culturelles à faire ces ajustements économiques, d'une certaine façon, on les amène à s'écarter des objectifs d'intérêt général pour lesquels elles sont essentielles. Ce qui nous amène à la question essentielle, pourquoi subventionne-t-on la culture ? Depuis plus de 50 ans en France, un consensus existe pour soutenir financièrement la culture pour des raisons à la fois économiques, sociales, égalitaires. J'évoquais l'accès égalitaire à la culture, la diversité culturelle. Une des particularités d'ailleurs du modèle français, il faut savoir qu'en France, on est sans doute le pays où on a accès à la plus grande diversité de production artistique, nationale, internationale, aide à la prise de risque, rémunération du travail artistique, émancipation citoyenne. Ces politiques culturelles, elles ont notamment comme rôle, je reprends les mots de Chantal Lamarre, d'immiscer auprès de l'ensemble de la population, de l'ensemble des citoyens, la subversion des possibles, faire en sorte que les choses apparaissent possibles. Rappelons aussi que le droit à la culture est en France un droit constitutionnel et que ce droit est, depuis la loi NOTRe de 2015, une responsabilité partagée des collectivités publiques. Ce sont donc plutôt de nouveaux modèles publics de la culture qu'il faut explorer que de nouveaux modèles privés qui ont déjà régulièrement été mobilisés. Nouveau modèle public de rémunération des artistes, on l'a évoqué à travers les études qui ont pu être réalisées par le pôle, à travers un travail aussi que j'avais fait sur comment on pouvait mettre en place un système de redistribution de la valeur dont je vais parler maintenant, générée par les activités culturelles vers les artistes, faire du CNAP l'équivalent du CNC ou du CNM, par exemple, puisque le CNAP a des moyens considérablement plus faibles que ces structures qui régissent en fait les filières du cinéma ou les filières de la musique. J'en viens maintenant à la question du rôle que jouent les activités artistiques et les arts visuels en particulier dans les dynamiques territoriales. Qu'est-ce que les activités artistiques et culturelles apportent aux dynamiques territoriales? Et réciproquement, comment le territoire impacte ces mêmes activités? Poussée par les processus de métropolisation et la quête de résilience de régions désindustrialisées, la focale s'est très largement fixée ces dernières décennies sur la contribution des activités artistiques et culturelles à la renaissance ou au soutien économique des territoires et des villes en particulier. Séduit par les vertus annoncées d'une économie de la connaissance pourvoyeuse d'emplois, d'image de marque, de compétitivité. On a mesuré, il y a eu énormément d'études qui ont essayé de mesurer l'impact économique de la culture, et je vous donne juste un chiffre qui témoigne que finalement les activités culturelles ne sont pas forcément aussi déficitaires qu'on l'annonce. Le tourisme culturel, donc le tourisme motivé principalement pour des raisons culturelles, pour aller à un festival, pour visiter des expositions, des musées, représente au début des années 2020 85 milliards d'euros, ce qui est loin d'être négligeable, et ça veut dire qu'il n'est pas du tout illégitime qu'une toute petite partie de ces 85 milliards d'euros reviennent par un système de redistribution, par des subventions, par des taxes affectées aux acteurs de la culture et aux artistes en particulier. Conjuguant politique culturelle, régénération du tissu industriel et renouvellement des espaces urbains, cette nouvelle approche de l'action publique a souvent été perçue comme un moyen de promouvoir les territoires tels des écosystèmes d'innovation vertueux. Soutenir les activités artistiques par le développement des industries culturelles et créatives,
en suivant une logique de clusterisation, en organisant en réseau ces activités, produire de nouvelles centralités urbaines par la réhabilitation de friches industrielles en lieux culturels, poumons de nouveaux quartiers artistiques et créatifs générateurs d'ambiance, réenchanter l'image des territoires en rendant visible la création artistique par des événements et des équipements culturels. Ces politiques, dont Nantes est un exemple d'ailleurs, ont effectivement contribué fortement à la dynamique des territoires qui les ont mis en place. Mais paradoxalement, elles ont pu se traduire par une double marginalisation. D'un côté, la marginalisation du rôle des artistes et plus généralement de la création artistique au profit de la créativité et des créatifs, et de l'autre, celle des politiques culturelles et de leurs administrations au profit des politiques de développement territorial et des acteurs de l'aménagement urbain. Une telle inféodation, le mot est un petit peu fort, mais une telle dépendance de la culture aux objectifs économiques urbains a notamment eu pour conséquence de masquer les enjeux proprement politiques des politiques culturelles. Et là, je reprends des termes d'Émeric Sessaut, tels que la démocratisation culturelle, l'émancipation citoyenne, la participation à la vie culturelle, aujourd'hui au cœur des possibles stratégies de ville post-créative. Finalement, 3 décennies de mobilisation de la culture par les politiques territoriales à l'aune du modèle de la ville créative débouchent aujourd'hui sur un certain nombre d'interrogations que se posent les territoires. Des interrogations sur la confrontation entre un couplage culture-tourisme au service du rayonnement et les défis du surtourisme, de l'airbnbisation, d'un bilan carbone questionnable. Un couplage culture-développement économique au service de la compétitivité qui fait face au défi du partage de la valeur, des inégalités, de la diffusion sur l'ensemble du territoire et des publics. Le couplage culture-politique urbaine au service de l'attractivité économique et résidentielle est confronté au défi du foncier, de la gentrification et des effets d'éviction. Enfin, les dynamiques exogènes fondées sur le concept d'attractivité viennent en tension avec les dynamiques endogènes des territoires. Finalement, l'impact réel des activités artistiques sur l'économie locale a pu se traduire par des pertes de résonance entre cette offre et les caractéristiques du territoire, population, urbanisme, diversité de l'offre, etc. Comment alors tout à la fois mettre en valeur la valeur économique territoriale de la culture et en même temps garantir une culture résonante avec les différents attributs du territoire. C'est-à-dire, pour moi, et c'est la suite d'un travail qu'on a fait dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelait Skyna et qui a donné lieu à la publication d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Scène artistique au-delà de la ville créative, c'est-à-dire faire scène. Comment un territoire, grâce à son offre culturelle, peut faire scène. Une scène se définit pour nous comme un écosystème artistique et culturel résonnant qui est à la fois le produit d'un territoire et une composante de son identité, un écosystème où artistes, entreprises, aménageurs, usagers et publics contribuent, suivant des stratégies plus ou moins convergentes, à façonner le récit, le marquage esthético-culturel et le développement du territoire. Alors ce concept de résonance, il vient d'un chercheur allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui décrit donc ce concept de résonance comme un mode de relation au monde qui peut être défini à partir de 4 caractéristiques. Et je les nomme parce que finalement, on va voir que le pôle a joué et jouera un rôle important dans ce travail de résonance. Entrer en résonance avec une personne ou avec un paysage, un quartier, signifie d'abord, pour Hartmut Rosa, d'être touché par lui. Cela induit une mise en visibilité des activités susceptibles d'entrer en résonance. Quels sont les acteurs qui participent à ce que la création artistique nous touche et nous concerne.
Ça veut dire que la question de la médiation, de la réception est essentielle pour qu'il existe de la résonance. Deuxièmement, nous dit Rosa, la résonance, elle nécessite une réaction. Il faut que non seulement une offre artistique située soit visible, mais il faut en même temps qu'elle puisse susciter des réactions de la population et plus globalement du territoire. Allons-nous ou non à la rencontre de ce qui nous est proposé? Troisièmement, pour qu'il y ait résonance, nous dit Hartmut Rosa, il faut qu'il y ait transformation. Il faut que l'offre artistique, en résonance avec son territoire, le transforme. Non réductible à la seule gentrification, elle modifie les ambiances, les modes d'habiter et peut parfois générer des innovations. Et enfin, quatrième caractéristique de la résonance selon Rosa, qui est aussi intéressante, c'est que la résonance, elle n'est pas totalement instrumentalisable. Elle n'est pas instrumentalisable même. Rosa parle d'indisponibilité de la résonance. On peut, et les politiques publiques en particulier, peuvent mettre en place les conditions pour qu'une offre artistique située rentre davantage en résonance avec son territoire d'implantation, mais on ne le décrète pas. Il y a un espèce de commun qui fait que la mayonnaise prend ou pas. Ça veut dire que il faut admettre que les activités artistiques et culturelles, même si elles cherchent à établir une résonance avec le territoire, y arrivent pas forcément. Ça fait partie des risques du métier. Pour faire scène, il faut donc d'abord un réseau dense d'acteurs associant différentes strates, l'underground, le middle ground, l'upper ground, pour reprendre les termes de Patrick Coendé, un économiste français mais qui travaille au Canada. Autrement dit, il faut que ce réseau, comme l'est le pôle, associe à la fois des petites structures, des artistes et les grandes structures de façon horizontale, en faisant en sorte que les compétences, les idées des uns et des autres se profitent mutuellement. Les activités doivent être visibles, toucher les territoires et bien sûr les populations locales, ce qui exige un travail spécifique sur la réception et sur la médiation. Et ça, c'est une responsabilité des collectivités publiques, mais c'est une responsabilité aussi des pôles, c'est une responsabilité aussi des structures de travailler au fait que leur production puisse toucher les populations. Cette visibilité doit offrir des possibilités de réaction des habitants et plus largement des autres parties prenantes des territoires, entreprises, collectivités locales, de telle sorte que le territoire soit transformé par ces activités culturelles en termes d'ambiance, de trajectoire économique et sociale ou urbaine. Mais ce qu'on montre dans le livre, c'est que ces transformations peuvent provoquer des dissonances territoriales, notamment lorsqu'elles se traduisent par une trop forte instrumentalisation à des fins politiques, touristiques ou économiques. La résonance, elle est éphémère. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se pencher sur l'idée de contrat de résonance qui a été proposée notamment par Pascal Lebrun-Cordier dans un récent article disponible sur le site de l'Observatoire des politiques culturelles, où il dit qu'en fait, on pourrait imaginer des contrats de résonance entre les collectivités publiques et les structures, avec des obligations d'enquête de territoire de la part des structures pour qu'elles sachent sur quel territoire elles travaillent, quels en sont les enjeux, les problèmes, les trajectoires. Nécessité aussi, dans le projet d'une structure, de raconter les liens entre le lieu, le territoire et les personnes qui y vivent. À quelle transformation souhaite-t-on contribuer, notamment en lien avec les transformations sociales et écologiques? Donc ça, c'est une piste de réflexion pour faire en sorte que, finalement, ces stratégies de mobilisation des activités artistiques dans les dynamiques territoriales soient pleinement efficaces à travers une attention permanente à la résonance que ces activités artistiques peuvent avoir avec les différentes facettes du territoire. Alors pour conclure, je voudrais revenir à la question de la valeur sociétale et démocratique de la culture, des associations, du pôle. En citant Pierre Rosanvallon, Pierre Rosanvallon, il est juste à côté, il est en ce moment en train d'organiser des journées au lieu unique. On lui avait demandé de venir, mais malheureusement, comme il était pris par ce rendez-vous, il n'a pas pu venir. Mais
Pierre Rosanvallot a beaucoup travaillé sur le rôle démocratique des associations. Et il nous dit c'est la légitimité de l'association en tant que pilier d'un espace démocratique qui garantira le financement des assos. Il faut financer les associations pour ce qu'elles sont autant que par ce qu'elles font. Donc dans la valeur des activités artistiques, notamment associatives, dans la valeur du pôle, il y a bien sûr toutes les activités que le pôle a générées, l'observation, les journées de formation, les rencontres avec les acteurs, mais il y a aussi le fait que ce pôle a permis pendant 10 ans un espace démocratique qui est essentiel au fonctionnement de nos sociétés. Quand la société maltraite les associations, il ne faut donc pas batailler seulement pour la défense de leur activité, mais aussi pour une certaine idée de l'intérêt général, du bien commun, de la citoyenneté. Ce fut la bataille du pôle, qui n'a jamais voulu être réduit à un rôle d'opérateur culturel dans lequel on souhaitait le restreindre. Et notamment, ces dernières années, on y a fait allusion tout à l'heure. Rosanvallot insiste sur le constat de la régression de ces lieux de discussion et de délibération où se construit une démocratie du quotidien. Finalement, ces structures fédératives, ces pôles, elles sont des éléments essentiels à côté des conseils régionaux, départementaux, municipaux, à côté du Parlement et du gouvernement. Ce sont des structures essentielles du fonctionnement démocratique des territoires. Et ça, c'est au-delà des valeurs économiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est sans doute une des raisons essentielles de leur financement. Et je termine par une citation. À chaque jour, des échos se font entendre d'initiatives d'acteurs et d'actrices de l'économie non marchande qui développent des communs, des solidarités, des services collectifs qui, pour exister, n'ont pas besoin d'être solvables et qui ont même pour effet et pour vertu de restreindre la sphère de l'économie marchande au lieu de la faire croître. Elle montre surtout à quel point l'imagination demeure une force politique majeure pour préfigurer un autre monde, moins compétitif, où l'on retrouve le temps de s'occuper de soi-même et des autres, que ce soit pour repenser le travail, les rapports humains, notre rapport à la culture et plus globalement notre rapport au territoire. Voilà, merci. Merci Dominique Sagot-Dunourou. Vous pouvez rester sur scène. Je vais peut-être faire passer le micro dans la salle s'il y a des questions. On a à peu près 10 minutes d'échange. Si vous désirez, je vais passer par là. Y a-t-il des questions ? Parlez bien dans le micro car c'est enregistré, je vous le rappelle. Qui osera poser la première question ? Non ? Oui ? Merci beaucoup pour la présentation. Vous aviez mentionné à un moment l'exemple de la ville de Arles. Oui, voilà. Est-ce que ça te dérangerait de développer un peu plus l'exemple ? Enfin, ça m'intéresse beaucoup, du coup, et j'aimerais en savoir un peu plus. Merci. En fait, Arles, c'est une ville qui a des totems artistiques incroyables, hein, puisque sur la ville de Arles, vous avez les éditions Actes Sud, qui sont le plus gros éditeur français hors Paris. Vous avez les rencontres internationales de la photographie. Vous avez le musée antique, hein, qui a des collections absolument incroyables. Et puis, vous avez les rencontres internationales de la photographie. Et vous avez depuis quelques années une nouvelle fondation qui s'est installée, qui est la fondation Luma, qui a été créée par Maya Hoffman, qui est l'héritière des laboratoires Hoffman-La Roche, et qui est la 43e fortune mondiale, et qui a décidé de faire une fondation avec un équipement très visible, puisqu'il a été construit par Frank Gehry, juste à l'extérieur de la ville. En fait, Arles, c'est une ville qui est assez intéressante à étudier, parce que c'est une ville très pauvre, en fait. C'est une des villes les plus pauvres de France.
Et en même temps, elle a ses trésors artistiques. Donc on pourrait se dire, finalement, il pourrait y avoir une valorisation de ces trésors artistiques pour l'ensemble de la population. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que, d'une part, finalement, la ville, faute de moyens, a peu de moyens d'agir sur la politique culturelle, et finalement, elle a laissé en quelque sorte la main à des acteurs privés, notamment Maya Hoffman, mais aussi le regretté Jean-Paul Capitani, qui est mort il y a 2 ans, et mais qui était le directeur d'Actes Sud, ou encore une troisième personne qui est Paul-Louis Lagrange, qui est un héritier de Zodiac, de la firme Zodiac. On a ces 3 personnes-là, en fait, qui ont développé une sorte de politique culturelle fondée sur un lien entre immobilier et activité artistique. Maya Hoffman, par exemple, elle a effectivement créé sa fondation, mais elle a racheté toute une série d'hôtels de luxe de la ville. Paul-Louis Lagrange, il a investi dans 2 quartiers, le quartier Voltaire et le quartier de la Roquette à Arles. Donc il a acheté des immeubles, il a créé des tiers-lieux, il a créé des cafés artistiques. Et tout ça, ça a entraîné une amélioration de la valeur immobilière de ces lieux. Et Jean-Paul Capitani, c'était le plus gros propriétaire immobilier de la ville. Et c'est des gens qui ont bien compris, effectivement, que investir dans la culture dans une ville comme Arles, ça va entraîner de la valeur immobilière. Donc on a une politique culturelle qui a bien des aspects et intéressante, mais qui est fondée sur un modèle où finalement c'est l'immobilier c'est la valeur créée par l'immobilier qui finance la culture, ou plutôt inversement, c'est les valeurs créées par la culture qui financent la promotion immobilière. Donc aux États-Unis, c'est assez fréquent d'avoir des stratégies comme ça où il y a un lien entre la promotion immobilière et la création artistique. En France, c'est moins fréquent, on a une tradition de politique culturelle différente, mais la ville d'Arles, elle est un peu une exception par rapport à ça, parce que la ville étant fauchée, finalement, la politique culturelle, elle est très largement conduite par ces acteurs-là. Encore une fois, avec des aspects très intéressants, et notamment Maya Hoffman a fait beaucoup travailler les artisans locaux. C'est la fille de Luc Hoffman, qui était le père du parc naturel de la Camargue, qui a créé le parc naturel de la Camargue, mais qui délègue d'une certaine façon à des acteurs privés le développement de la politique culturelle. Et ça pose question. Et puis, un des gros problèmes à Arles, c'est que finalement, c'est résonnant par rapport à une petite partie d'une population avec des revenus aisés, intellectuels, qui va venir habiter à Arles, qui va fréquenter Arles et qui va trouver effectivement dans cette ville des très beaux musées, des expositions de premier rang, un patrimoine absolument incroyable, mais ça ne résonne pas pour le coup avec la population en dehors du centre-ville, du centre antique. Et donc ça pose question de ce point de vue-là. Merci, j'espère que ça répond à votre question. On a le temps pour une deuxième et dernière question. Désolée, il faut qu'on avance. Est-ce que quelqu'un... Oui, je vais vous passer par là. Bonjour. Je me questionne beaucoup sur la question de la valeur de la culture, en tout cas d'une partie. On essaie de la cantonner, de lui donner une valeur économique, alors que bien souvent, elle n'est pas en capacité d'entrer dans ce schéma. Elle est plutôt non marchande. Et pourtant, on lui prête beaucoup de valeur. Et donc, comment est-ce qu'on peut valoriser, en tout cas estimer, écrire cette valeur qui n'est pas marchande, pour l'opposer du coup en tout cas la sortir du schéma marchand dans lequel on essaie de la regarder.
Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, bon, moi, j'ai parlé en tant qu'économiste, donc c'est effectivement plutôt cet aspect de la valeur économique de la culture que j'ai voulu mettre en avant, en essayant de faire passer le message que la culture et les arts visuels en particulier ne sont pas le fardeau, le coût pour la société que l'on présente de plus en plus régulièrement aujourd'hui. Mais effectivement, l'essentiel est ailleurs. Et notamment dans les discussions qui ont lieu autour du concept de résonance et autour du concept de contrat de résonance. Ce qui est mis en avant, c'est que l'évaluation de la valeur doit être faite plus par ce que l'on compte, ce que l'on raconte, que ce que l'on compte avec un P et un T. Autrement dit, ce n'est pas à travers des indicateurs métriques de mesures d'activité qu'on va pouvoir saisir l'essentiel de cette valeur, mais on va la saisir à travers de ce qui se raconte, des liens qui sont tissés, à l'image un peu de ce que fait le pôle. On va voir là, pendant les 2 jours toutes les activités qu'ont fait le pôle, mais finalement la valeur peut-être essentielle de l'activité du pôle, c'est dans des liens informels, des réseaux qui se sont tissés, des enthousiasmes, des vocations qui échappent à la mesure. Et ça, c'est une épée de Damoclès permanente dans nos sociétés. C'est-à-dire ce qui ne se mesure pas monétairement n'a pas de valeur. On avait organisé il y a quelques années à Angers un colloque sur justement ces questions d'évaluation, et il y avait une personne du ministère de la Culture qui était là, qui était la personne qui négociait avec le ministre du Budget les budgets culturels chaque année. Et elle disait, en fait, c'est des choses qui se passent dans les sous-sols de Matignon en quelques minutes, et si on n'a pas un chiffre, on a énormément de difficultés à défendre ces budgets. Et c'est ça la fragilité, une des grandes fragilités des activités artistiques, dont la valeur est non marchande et donc ne peut pas être réduite à un chiffre, à un bénéfice. Et c'est pour ça que c'est très important dans le travail qu'on a fait sur les scènes artistiques, c'est très important de construire un récit collectif, de raconter les choses pour que ce récit et la façon dont la population se l'approprie, la façon dont les acteurs se l'approprient, fassent valeur et soient visibles. Mais enfin, ça c'est... dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on va tout le temps buter sur cette question-là, mais c'est vrai aussi pour le secteur social, pour toutes ces activités où la valeur, elle est liée au temps qu'on passe avec les gens, et qui ne s'apprécie pas à travers un bénéfice, un taux de croissance. Merci. On peut vous applaudir. Merci beaucoup Dominique Sagot-Duvauroux pour votre intervention.